Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce dernier numéro de Santé 10 pour cette année 2020. Nous avons choisi de parler d'un sujet à l'approche des fêtes, vous verrez, on a choisi le sujet pour vous ce soir. Nous vous proposons, pour être en bonne santé, pour avoir une meilleure santé, j'ai envie de dire, de modifier nos habitudes de consommation. Plus précisément, entre nous, de boissonner moins. Je le dis comme ça, je suis sûre que là, tout le monde a compris. Alors, pour en parler des professionnels sur le plateau, tout de suite, place aux invités. Et pour finir cette année 2020 pour Santé 10, nous avons la chance et le privilège d'avoir avec nous Monsieur Franck Garin, docteur en sociologie de la santé. Bonsoir, Monsieur Garin. Bonsoir. Merci d'être là. C'est un plaisir. Alors ce soir, je pense que vraiment, il va falloir faire un petit retour en arrière et parler de cette histoire de l'alcool et j'allais dire du Guadeloupéen, mais j'ai envie de dire l'alcool et la Guadeloupe. On va en parler pour ça et je pense qu'on doit remonter un petit peu dans le temps. Juste à côté de vous, Madame Ninine, Nathalie Ninine, qui est psychologue clinicienne. Bonsoir Nathalie, merci d'être là. Avec vous, on va essayer de parler un petit peu du côté psychique de la personne avant de boire, quand elle a bu et puis après. Bonsoir Madame Migerel, Hélène Migerel avec nous ce soir, docteur en sciences humaines, psychanalyste ce soir. Elle va nous donner un petit peu sa manière de voir. Elle va nous parler un petit peu de cette représentation du boire en Guadeloupe. Et juste à côté de vous, le docteur Tony Romuald. Bonsoir docteur. Bonsoir. Médecin addictologue, coordonnateur médical de la mission santé addiction au GIP Raspeg. Et c'était très très important pour nous à l'approche des fêtes de faire cette émission et vraiment que vous soyez avec nous pour qu'on puisse revenir sur certains points. Juste avant, je vous propose que nous puissions regarder une petite vidéo. Je pense que cette vidéo, vous la connaissez. Eh bien moi, je vous propose, chers téléspectateurs, de regarder attentivement. Vous connaissez les faux amis? Eh bien, l'alcool en est un. Et chaque rencontre avec lui est un moment à risque. L'alcool est une substance qui agit sur votre cerveau. Il modifie votre comportement, vos humeurs. Vos pensées deviennent, un peu confuses. Et vos sensations voilées. Je ne vous parle même pas de votre jugement et votre capacité à raisonner. En bref, abuser de l'alcool peut vous amener à vous conduire bizarrement, que ce soit en famille ou chez des amis, à avoir des problèmes au travail. Et sans oublier les conséquences sur votre santé. Pas cool. Alors soyons clairs, que vous soyez une femme ou un homme, au-delà de 2 verres par jour et plus de 10 verres par semaine, quand même, vous entrez dans la zone rouge. Un verre. Mais de quoi parle-t-on? C'est bien sûr un verre standard, donc 10 grammes d'alcool pur, qui donne 0,2 grammes d'alcool dans votre sang. Alors, pour limiter les moments à risque, soyez accompagné d'un véritable ami, la personne de confiance. Et si vous prenez un verre, buvez lentement, de préférence en mangeant et en alternant avec de l'eau. Mais de vous à moi, le comportement responsable, c'est bien d'être sobre en toutes circonstances. Alors sobre, qui peut? Pour plus d'informations, contactez le GIP Raspeg au 05 90 47 17 00. Sobre qui peut. Merci à Erika, merci à toute l'équipe du GIP Raspeg pour cette vidéo, Dr Romuald. Ça nous permet de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le vrai sujet, la sobriété. Oui. Et ça nous concerne tous. Tous. Hommes, femmes, d'ailleurs, tout à l'heure, on va pointer du doigt l'alcool chez la femme avec Hélène Migerel. Juste avant, docteur Tony Romuald, est-ce qu'on pourrait rappeler un petit peu les effets de l'alcool sur le corps? C'est très important. Sur le corps. Vous savez, avant d'être sur le corps, cet alcool, on le pense. On le voit très souvent. On commence à imaginer les choses, et encore plus quand on a l'habitude de boire, quand il pénètre dans notre bouche. Vous savez, il y a parfois des sensations, alors plutôt agréables. Alors parfois ça peut brûler un peu en fonction du degré alcoolique. Et puis il y a déjà un peu d'absorption.
Au niveau de la bouche déjà, un tout petit peu, très peu. Absorbé directement et ça peut aller dans le sang. Ça passe notre œsophage. Je vous fais un cours d'anatomie, mais il faut le vivre comme ça. Vous savez, quand les gens disent « Aïe », quand ils ont bu un verre un peu rapidement, ils disent « Ah ». Quand ça descend là, parfois ça peut être un peu brûlant. Et puis ça va vers notre estomac. Quand cet estomac est vide, très rapidement, l'alcool passe dans le sang, une petite partie. Et puis, quand on a mangé un peu, il va prendre plus de temps. Il va se diriger vers l'intestin. Et puis là, maintenant, vers l'intestin, il va passer par le foie. Avec différents métabolismes, il va produire au moins un produit toxique, voire plusieurs en fonction du degré alcoolique. Et puis, il va monter en 10 minutes. Il est dans notre cerveau. Et là, maintenant, on commence à parler de choses déjà assez rapidement. On commence à avoir des modifications de la pensée, modification des sensations, modification des comportements, modification de nos émotions, de la vision, de la coordination des mouvements. Tout est brouillé. Tout est brouillé. Et puis, quand on a répété cela, parfois on a vu, après le cerveau et peut-être en même temps le cœur, notre cœur. On ne parle pas souvent, parfois le cœur, quand il reçoit une dose d'alcool, il va fonctionner un peu plus parce qu'il va fonctionner plus rapidement. Très souvent, la tension artérielle va monter. Donc on va avoir des effets, on va dire, immédiatement, en fonction de la personne, femme, homme, en fonction de son poids, en fonction de son âge. Il est évident que quand on parle d'adolescents, quand on parle d'adultes sains, aucune pathologie, ou quand on parle de personnes âgées, il y a des différences. Encore plus si on parle de maladies somatiques, maladies du corps, du foie, du pancréas, du cœur, et j'en passe. Toutes les maladies vont interagir, en tout cas à l'inverse, l'alcool va interagir sur toutes les maladies, et si ce n'est pas sur les maladies, c'est sur les médicaments. Quand on prend un médicament, il faut faire attention. Donc on voit un produit qui est tellement petit, pour vous expliquer qu'il est tellement petit, il passe partout. Il passe partout. Et Hélène Migerel, je crois, va le préciser, il est quand même plus dangereux chez les femmes, quand même. La transition est toute faite, docteur. J'allais dire plus dangereux chez les femmes, chez les adolescents, les personnes âgées, chez les personnes malades, mais chez les femmes, pour passer à la transition. Oui, puisque c'est de cela que nous allons parler d'entrée avec Hélène Migerel, qui a vraiment porté la réflexion sur ce problème, l'alcool et la femme et l'alcool. La femme, l'alcool, l'homme, la représentation de l'alcool dans notre société. Parce que ce n'est pas rien. La représentation est une image sociale, une pensée sociale partagée par tous. C'est-à-dire qu'on se reconnaît comme des êtres de culture à l'intérieur d'un groupe d'appartenance. Et à partir du moment où cette pensée surgit, on peut communiquer dessus. On peut fermer la route et communiquer sur cette représentation. Alors, pour mieux étayer mon propos sur la représentation, je prendrai le premier exemple de la femme enceinte. La représentation de la femme enceinte dans notre société. Alors, la femme enceinte, bien sûr, est un être fragile à protéger des violences, à protéger de presque tout. Et on se rend compte que même quand elle est prise en charge dans le milieu médical de façon continue, elle n'est pas à l'abri d'une crise d'éclampsie ou d'une poussée hypertensive, elle n'est pas à l'abri de certaines pathologies et surtout de surgissement de diabète que ne prévoit peut-être pas le médical. Alors, à l'intérieur de cette culture, il y a un système de prévention extraordinaire. Et ce système de prévention extraordinaire, veille au mieux-être de la femme et surtout au mieux-être de l'enfant à venir. Dans ce système de prévention extraordinaire, vous avez 3 interdits. L'interdit sexuel, une femme enceinte est assujettie à un interdit sexuel, un interdit émotionnel. Il ne faut pas qu'elle ait de grosses émotions, il ne faut pas qu'elle sursaute à la vue d'un crapaud. Vous savez, à la magie analogique, l'enfant pourrait naître comme un crapaud. Mais surtout, ce qui m'intéresse moi, c'est l'interdit alimentaire. Et dans cet interdit alimentaire, nous avons bien sûr la bonne nourriture fraîche, peu de sel, peu de sucre, mais surtout absence totale d'alcool.
Alors là, dans cette représentation de l'alcool et de la femme enceinte, nous avons déjà un début de ce qui va advenir sur le regard de l'autre. La représentation de la femme alcoolique. La représentation de la femme alcoolique, ce n'est pas pensable qu'une femme soit alcoolique. Et naturellement, le regard va être quelque chose de dévalorisant, de rejetant. Parce qu'un homme qui tombe dans un caniveau, il est ivre. Tout le monde va se gausser, on va rire. Une femme qui tombe dans le caniveau, c'est catastrophique. C'est le dénigrement total, ce sont les insultes. Il y a bien une différence de représentation de l'alcool au masculin et de l'alcool au féminin. Mais c'est que naturellement, l'alcoolisme n'est pas pensé comme une maladie. Et je le répète, l'alcoolisme n'est pas pensé comme une maladie, a fortiori la dépendance. La dépendance, ça ne fait pas partie des convictions culturelles de la société. Alors, pour la femme alcoolique, vous avez l'alcoolisme vu sur deux versants. Le permis et l'interdit. On a dit, mais enfin, l'alcool permis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien oui, l'alcool est permis quand il a valeur thérapeutique. C'est-à-dire qu'il désinfecte, c'est-à-dire qu'il soigne les rhumatismes. On connaît bien le rôle de l'alcool du mort pour les rhumatismes. Donc, cette vertu, on veut dire que le rhum est bon pour tout. Quand l'enfant qui commence à sortir ses petites dents, on essaie de lui frotter la gencive avec le rhum. Le rhum est bon pour tout. Donc on est là dans la valeur thérapeutique, c'est permis. Permis encore cet alcool en cas de décès, de perte, de chômage. Le mal-être social va s'imbriquer dans le mal-être psychologique. Et là, c'est permis. Compréhensible quand cet alcool vient de la sorcellerie. On a fait du mal à un individu, on l'a mis dans l'alcool. C'est compréhensible et là, le regard est différent et va changer. On va en parler tout à l'heure de cette partie. Yo mettez en monde dans l'alcool, yo mettez nous dans la boisson. On va en parler. Il faut qu'on en parle. Nathalie Ninine, quand vous travaillez avec une personne qui souffre d'addiction, d'une addiction à l'alcool, est-ce qu'on arrive à mesurer la souffrance de cette personne? Alors, bien sûr. Bien sûr. Je me pose cette question et je suppose que plein de gens se demandent. Alors, il faut savoir que la personne déjà qui vient au cabinet pour l'alcool, souvent on travaille avec le docteur Romuald, dont on travaille en collaboration, voilà. Déjà, elle a pris conscience. Donc c'est déjà un grand pas. Donc on est déjà on est déjà bien avancé. Mais effectivement, et moi, alors je suis psychologue clinicienne, mais je suis psychanalyste aussi. Et donc je travaille beaucoup sur la raison. Donc sur la raison, sur les raisons, sur le fondement de la source de la souffrance. Le pourquoi. Le positionnement de la personne là-dedans. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Quel est ce symptôme? Quel est le sens de ce symptôme? Donc, effectivement, il y a un travail pour comprendre cette personne avant d'avoir bu. Quand la personne a bu, son ressenti, ce qu'elle ressent, comment elle se sent, pourquoi, comment elle se sent à ce moment précis. Et puis, son ressenti aussi après cette phase. J'ai bu, oui, mais après, puisque là aussi, c'est autre chose. On voit les choses autrement. Alors, Tony, docteur Romuald, travaille beaucoup sur ça, sur ce dont vous parlez. Moi, je travaille sur plutôt la personne dans sa globalité, dans son être, c'est-à-dire ce qu'elle a à dire d'elle-même, au-delà de l'alcool, avec l'alcool, mais plus entièrement. Vous voyez pourquoi c'était important qu'on se parle avant l'émission? Oui. Quand j'ai appelé Madame Ninine, elle m'a dit « Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de réagir en fonction de ce que va dire le docteur Romuald. On a l'habitude. » Oui, mais Brigitte n'a pas l'habitude de vous avoir tous les Non, mais il va réagir. Allez-y, monsieur. Allez-y. On va en parler tout à l'heure, docteur Romuald. Justement. On va en parler tout à l'heure, alors, docteur Romuald. Franck Garin, il nous faut vraiment faire un petit pas
en arrière, peut-être un grand pas même, puisque l'alcool, il y a vraiment une histoire entre l'alcool et notre chez nous en Guadeloupe. Et on peut remonter à bien loin. J'ai le sentiment qu'on peut remonter à bien loin. Je n'ai pas envie de ramener ça, comme qui dirait, nous sommes un peuple dédié à l'alcool et au rhum. Non, je parlais il y a plutôt, je ne dis pas que c'est une erreur, c'est quand j'entends Hélène Migerel qui a décatié ça de manière excellente, on comprend bien qu'en fait, il faut aborder cette question de manière multidimensionnelle. Et l'aspect historique n'est qu'un aspect. Mais c'est un aspect, il faut qu'on en parle. En réalité, il y a chez les individus et chez les peuples plusieurs manières d'aborder cette question. Tous les peuples ont un rapport, ont une histoire avec l'alcool. Alors, si vous me permettez de reformuler ce que j'ai dit tout à l'heure, je parle de la Guadeloupe parce que je sais que on a une histoire. On a une histoire avec la production. On a une histoire avec ce rhum qu'on produit chez nous. On a une histoire avec le côté où on dit souvent « Ah non, production locale en nous, faut nous consommer. » Voilà. Quand je parle d'histoire avec notre peuple, avec notre Guadeloupe, c'est là où je voulais, juste là où je voulais. Non, mais j'ai parfaitement compris et je pense pour ma part qu'il faut ramener ça à un contexte beaucoup plus global, si je puis dire. Et quand je parle d'aspect multidimensionnel, c'est bien pour dire qu'en fait, ça ne peut pas se résumer à notre histoire en particulier. Pourquoi? Parce que cela remonte à très loin et à très longtemps. Et Hélène Migerel disait tout à l'heure, elle parlait de l'aspect médical. C'est vrai qu'il y a des sociétés pour lesquelles l'alcool est un aspect médical, chez les Hollandais notamment. Chez certains, c'est un rituel. Quand on voit les chiffres orthodoxes, l'alcool a un côté rituel. D'autres peuples en font carrément la prohibition. Et puis, pour d'autres, on est beaucoup plus permissif. Donc, les éléments font que, chez nous, les conditions dans lesquelles se sont dénouées l'approche finalement par rapport à l'alcool, ça fait que on est dans le rituel, on est dans la tolérance, quelque part, et l'un dans l'autre, il n'y a pas de rapport dramatique à l'alcool. Sauf quand effectivement d'autres sciences s'en occupent. Chaque science a sa manière de voir les choses. Ceux qui ont pour finalité de guérir, faire du curatif, ils vont décaler ça de manière différente. Ceux qui sont à risque, ceux dont le risque est moindre, etc. Ceux qui finalement s'intéressent à la société vont chercher à comprendre les conditions de manière un peu holistique qui font que les individus ont telle ou telle conduite. Et ceux qui s'occupent des individus eux-mêmes, c'est le cas de Mme Ninine ou de Dr Migerel, vont s'attacher beaucoup plus à pénétrer l'intérieur même de l'individu. Donc, tout ça pour dire que c'est vrai que de la plantation sont nés des rapports un peu plus faciles avec l'alcool, puisque on le fabrique, ça ne coûte pas cher, mais ce n'est pas suffisant, à mon avis, pour expliquer les conduites et les comportements que nous pourrions avoir. Comment, de ce fait, expliquer que 9 Guadeloupéens de moins de 17 ans sur 10 vous disent avoir déjà abordé l'alcool? Comment expliquer que 4 Guadeloupéens sur 10 de moins de 35 ans vous disent avoir déjà connu l'ivresse? Donc, tout ceci, à mon avis, doit être ramené à toutes les dimensions qui déterminent les conduites par rapport à l'alcool chez nous. Docteur Romuald, on a parlé tout à l'heure de la personne addicte à l'alcool, de son comportement avant, son comportement pendant et son comportement après cette période où il a bu et où il s'est passé des choses. Visiblement, vous avez long à nous dire là-dessus. Alors, on peut imaginer que cet alcool, je reprends les mots de M. Garin, il est partout. Du coup, on pourrait le voir sur l'aspect plaisir. Parce que finalement, c'est d'abord un produit qui donne du plaisir.
D'ailleurs, le plaisir est le moteur pour recommencer. Quand on prend plaisir, on recommence. Si on n'a pas de plaisir initialement, il y a de fortes chances soit qu'on mette de côté ou qu'on réessaie, et sinon on veut mettre de côté. On a du plaisir. Mais cet alcool aussi, comme substance psychoactive, est là pour résoudre. C'est une tentative, alors parfois plutôt avortée, de résoudre des problèmes psychiques, de gestion des émotions, tristesse, ce qu'on veut, hein, angoisse, en tout cas un mal-être. Un mal-être qu'on va ressentir et un jour on va rencontrer une substance telle que l'alcool, et je rappelle que l'alcool il est partout, il est dans une fête, mais finalement on peut sortir du travail et puis un jour on se dit qu'on boit un verre, on peut avoir un mal-être qui dure, et quand on a bu ce verre, il a un peu transformé l'émotion du moment. Il nous a fait comprendre qu'il pouvait se passer autre chose. Et donc, notre cerveau, lui, et nous avons tous cette partie du cerveau qui s'appelle le système de récompense, va enregistrer pour la première fois, tiens, dans ce contexte-là, j'ai pris un produit qui a transformé mon ressenti, mon rapport à moi-même, certaines émotions et même certaines sensations. Je sens quelque chose de différent, on pourrait dire du mieux-être, d'emblée, un peu immédiat. Alors, là, comme ça. Et puis, quand on a répété ce comportement, notre cerveau, lui, a vraiment modifié les choses, hein. Il dit, eh bien, dans ces comportements-là, c'est ça. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est du mieux-être. Alors, pour reprendre les mots de Goodman, l'addiction, c'est une tentative d'apport de bien-être, que le bien-être soit physique, psychique ou social. Et donc, on est bien sur une définition que je vais reprendre. Alors, on peut parler de la maladie de la perte de contrôle. Quand on est addict, c'est une vraie maladie. Du coup, pour reprendre un petit peu ce que disait Hélène, il y a une maladie de la perte de contrôle. Celui qui se contrôle n'est pas malade. Mais par contre, celui qui a perdu le contrôle, il a perdu la liberté de s'abstenir, comme disait Fouquet, mais il ne peut pas s'en passer. Et donc là, en toutes circonstances, et il va multiplier les moments de boire. Du coup, les moments de boire vont être soulagement. Parfois, il y aura du plaisir, parfois même, quand il y a trop de plaisir et je n'arrive pas à gérer mon émotion trop positive, même trop positive, je vais aussi boire. Donc, nous, en addictologie et dans les soins, on va regarder tout cela. Quelle est cette personne? D'où elle vient? Elle vient d'histoires personnelles, elle vient d'histoires familiales, elle vient d'histoires personnelles compliquées, d'histoires familiales compliquées. Il s'agit de comprendre le sens de l'addiction. On ne boit pas pour se tuer, on ne boit pas pour se détruire. On boit pour se faire du bien. Alors, c'est vrai, c'est difficile. Hein. C'est difficile pour les auditeurs, hein, pour les téléspectateurs, d'entendre qu'on boit. Initialement, on ne boit pas pour se détruire, ce n'est pas vrai. On boit parce que ça vient régler quelque chose qui est plus important que les effets néfastes qu'on aurait. Et c'est ça qui est la définition de la dépendance. C'est que même lorsqu'on a des conséquences négatives de son boire, pour le localiser, pour le tropicaliser, on va continuer quand même. Et donc, on est bien sur quelqu'un qui s'est aliéné, c'est quelqu'un qui est donc quelqu'un qui, du coup, a une double souffrance. Il a sa première souffrance de départ, on va parler comme ça pour schématiser. Et puis vient une deuxième souffrance, c'est j'ai un produit qui vient, certes, à certains moments, oui, je l'aime, il me le faut, mais j'en suis rattaché. Je ne peux pas. J'ai perdu ma liberté. Et ça, c'est une deuxième souffrance. Et je suis coupable en plus, parfois une troisième souffrance, parfois même de donner de la souffrance à mes proches. Parce que je vois bien que mes parents, que mon épouse, que mes enfants... Qu'ils en souffrent, qu'ils en souffrent aussi. On ne va pas aller jusqu'à la société, parce que ça peut aller jusque-là, parce que parfois on peut commettre des actes sur la route, des actes de violence intrafamiliale, hein, de mari envers sa femme, et puis on se rend bien compte que parfois quand on est un peu plus sobre, quand on est sorti de l'alcool, on est quand même dans une vraie culpabilité, donc il y a une autre souffrance derrière encore. Okay? Donc on a vraiment cette personne, donc tout au long, on doit accompagner cette personne, bien sûr, et pour reprendre les mots de Nathalie et d'Hélène, c'est que cette personne, elle est dans sa globalité. Et là, elle a des émotions, elle a des pensées en permanence, elle a des émotions, mais elle a un comportement qui est problématique. Il faut l'aider il faut comprendre ces pensées-là, qui sont parfois, qui s'imposent à elle. Il y a parfois, ça va jusqu'à des images. Si on prend un exemple de maltraitance, prenons un exemple de maltraitance, de violence ou de viol, on peut parler comme ça, on a parfois des images qui sont là. Et puis parfois, quand les images s'imposent à nous, on a trouvé un produit qui est magique. Parce qu'en quelques minutes, je vous ai dit, une dizaine de minutes, il passe au cerveau, il monte dans le cerveau, il commence, et en fonction, encore une fois, de la quantité, de l'âge, du poids, etc., il monte très rapidement. Et il va commencer à modifier tout ça, et puis on va se sentir d'emblée un peu mieux, jusqu'à ce que les effets disparaissent.
où on va un peu et on pourrait reprendre, etc. Docteur Romuald, à quel moment la personne addicte, votre patient, vous proposez à ce patient de se diriger vers un psychologue? Alors, pourquoi je ne lui propose pas parce que d'emblée, la prise en charge, elle est médico-psychosociale. Ça fait partie de la On prise en ne charge. peut pas faire de l'addictologie. Alors d'ailleurs, tout addictologue, quel qu'il soit, médecin, psychologue ou assistant social, il faut qu'on ait un regard global de la personne. Alors bien sûr, il y a les psychologues et psychanalystes qui sont là, qui vont faire un travail en profondeur, et bien sûr, mais on ne peut pas imaginer aujourd'hui prendre en charge correctement quelqu'un si on n'a pas ce côté, cette part profonde, parce que là, du coup, on va traiter les choses. Alors, parfois, c'est compliqué, hein. Il faut que la personne n'est pas prête à aller très en profondeur, parce que parfois, vous savez, quand vous levez un petit pansement qu'il a mis, là, ça peut faire très mal. Ça peut faire plus mal de lever le pansement que on va dire que le bobo qu'il y avait avant. Donc, attention, il faut être très prudent, mais pour moi, ça ne peut pas s'imaginer sans le concours de Nathalie, avec qui je travaille dans le cadre du réseau des patients, mais de tous les professionnels, hein, de ville, les psychologues, dès que ça part. Mais il y a vraiment cet aspect pluridisciplinaire qui est nécessaire, obligatoirement. Il n'y a personne, il n'y a aucun médecin seul, je dirais qu'il n'y a aucun médecin seul, en tout cas au tout début. Si vers la fin, on peut imaginer l'absence psychologique qu'on va laisser au long cours, hein, nous les médecins, à un moment on peut, mais il n'y a pas comme ça. Seul, c'est toujours compliqué. Donc on travaille de concert. On va en parler tout à l'heure en profondeur avec Nathalie Ninine. On va marquer une courte pause et se retrouver juste après la pub. Pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, eh bien, sachez que ce soir, hein, on s'est dit sobre qui peut. On va en parler tout à l'heure de sobre qui peut. Moi, je trouve ça vraiment bien. Si Kevin, notre réalisateur, pourrait déjà montrer cette petite affiche du GIP Raspeg, puisque on va vraiment en parler en profondeur tout à l'heure. Mais juste avant, hein, je disais pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, je voudrais vous rappeler que ce soir, nous sommes avec Franck Garin, docteur en sociologie de la santé. Nous sommes avec Nathalie Ninine, psychologue clinicienne, avec Madame Hélène Migerel, docteur en sciences humaines, psychanalyste, et le docteur Tony Romuald, médecin addictologue, coordonnateur médical de la mission santé addiction du GIP Raspeg. Oui, ce soir, nous parlons de se boire. Voilà, le boire. Et avec Hélène Migerel, on disait tout à l'heure hein, que chez les femmes, c'était vu autrement, que ça se passait autrement, que c'était ressenti autrement. On s'est dit aussi qu'il fallait qu'on parle de cet aspect « yo mettez un tel dans l'alcool ». Yo mettez un tel dans la boisson. Ça aussi, on l'entend souvent. Bien sûr. Ça fait partie de nos réalités culturelles, quoi que l'on dise. Même si on ne veut pas l'admettre quelque part, mais on ne cesse d'y penser en permanence. Mais je voulais rebondir sur ce que Tony disait tout à l'heure, que ça ne procure que du plaisir, ça va. Voilà, l'alcool, c'est aussi le déplaisir. Et le déplaisir, dans cet alcoolisme, qu'on qualifie d'alcoolisme secondaire, où la manière de boire est une autre manière qui n'est pas une manière continue, mais qui est une manière paroxystique. On se rend compte que l'alcoolisme secondaire existe chez les personnes qui sont atteintes de névrose, de perversion. Ces gens boivent jusqu'au grand dégoût et recommencent encore. Ce sont des personnes qui peuvent rester 24 heures pratiquement engourdies dans l'alcool. Au réveil, grande culpabilité, la honte qui habite toute la journée leurs pensées. Et puis, 2 jours après, on reboit. Perversion, psychose, névrose. On est là dans la pathologie mentale. Mais quand il s'agit de la femme, l'alcool au féminin n'est pas toléré. L'alcool est tu. Ça ne veut pas dire que l'alcool au féminin n'existe pas, loin de là. Mais on n'en parle pas. Alors, pourquoi ces femmes boivent? Mais pourquoi boivent-elles?
Elles boivent tout simplement parce qu'elles ont quelque chose de l'ordre de l'intime, une souffrance intimiste, quelque chose de l'ordre insupportable. On parlait tout à l'heure du forçage du corps précoce, des choses tues qui vont s'exprimer dans la manière de boire. Il y a aussi toute la déception de la vie, le mal-être existentiel. Alors, ce qui est pire, c'est que elles ont la bouche close, mais vraiment close, sur cet alcool, une impossibilité à dire, mais il y a une espèce de complicité quand il y a des enfants. Les enfants deviennent complices de la mère et les enfants n'ont de cesse de chercher les cachettes des bouteilles sans pour cela en parler. On se rend compte qu'il y a des enfants là arrimés au bateau de la détresse maternelle. Quelque chose de l'ordre de l'insupportable, mais on se tait. Tout le monde se tait. Le conjoint, quand il y en a un, où il est indifférent, où il détourne la tête, ou alors il fournit l'alcool parce qu'il boit autant que la femme. L'environnement se tait. La famille de la femme se tait. Rien ne transparaît. Et quand, dans les déjeuners familiaux, il y a quelque chose de l'ordre d'une gestion un petit peu trop abondante d'alcool, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui va se lever et qui va entraîner cette jeune femme dans une autre pièce ou sur un canapé, tout simplement parce qu'on craint que l'esprit du vin ne sorte des histoires qui fâchent. Donc, vous voyez, il y a déjà une espèce d'évitement. Et cette femme, elle souffre de cet évitement, forcément, puisqu'elle aurait aimé que quelqu'un s'arrête un moment et lui dise « Mais qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi au moins ce qui ne va pas. » Et on entend couramment « Ah, elle ne veut pas en parler, c'est son choix. Ah, elle ne peut plus travailler, mais c'est son choix. Ah, elle a augmenté son alcool, mais c'est son choix. » Ce mot, c'est son choix. C'est une façon de ne pas aborder un problème difficile. C'est vrai que le problème est difficile. C'est vrai aussi que souvent, les gens qui boivent sont dans la dénégation. Et à la limite, demandent à l'autre de prouver cette ingestion d'alcool, une espèce de bravade. Et le déni, ça leur sert effectivement à contenir leur souffrance parce que ces femmes savent très bien que ces personnes n'attendent rien de personne. Elles sont dans une désespérance, elles sont en train de couler. Il suffirait peut-être de briser le tabou et de poser la question, mais seulement, il ne suffit pas de poser une question. Il faut aussi savoir écouter. Il faut aussi proposer un accompagnement. Au risque d'être déçu. Parce que vous savez que quand un alcoolique fait une promesse, on vous dit promesse d'alcoolique. Il ne peut certainement pas tenir ses promesses et les gens ont peur effectivement de rentrer dans un schéma qu'ils ne peuvent plus maîtriser. Madame Nini? Oui, alors je voudrais dire, de mon expérience clinique avec les alcooliques, je voudrais dire effectivement que il y a, par rapport à ce qu'Hélène disait, il y a vraiment ce côté de reconnaissance, de non-reconnaissance de la personne. C'est-à-dire, et ce que vous disiez un peu, le côté historique. Alors, on remarque quand même que dans les peuples colonisés, etc., il y a beaucoup de propension à l'alcool ou la drogue. Ou, enfin, voilà. Quand des populations ont été détruites au niveau, au niveau des êtres et au niveau même du lien social, de la structure, du sens, quand le sens de soi et le sens de l'être ensemble, de la communauté est détruit, comme par hasard, on trouve ça régulièrement. Et on fait partie de ça, de cette histoire où, effectivement, avec l'esclavage, on est un peuple qui a ce traumatisme. D'autres peuples ont d'autres traumatismes, mais nous, on a ce traumatisme où, effectivement, il y a eu destruction programmée avec des tortures, dont le savoir-faire, c'est-à-dire, c'est transmis, où on cible bien telle torture, produit tel effet psychique.
Donc il y a vraiment eu des choses qui ont détruit la personne. Et au niveau de la reconnaissance, se reconnaître soi, comment dire, d'ailleurs même souvent on voit le rapport, le rapport pervers du maître à l'esclave qui perdure jusqu'à nous, notamment dans les rapports hommes-femmes, les rapports parents-enfants, etc., où il y a quelque chose qui revient de la non-reconnaissance de l'autre, de la destruction de la subjectivité, de la difficulté à exister et de la dépendance. Donc moi je vois beaucoup ça. Et donc au niveau de la difficulté, moi je travaille principalement sur ça, sur leur permettre d'arriver à comme Hélène disait, à devenir en tant que sujet, à se dire, arriver à se dire. Et c'est souvent plus difficile chez la femme que chez l'homme. On en a parlé. Le premier corps qui est visé, c'est tout de même le corps de l'homme. Et c'est parce que finalement, ce corps, il est visé, il est utilisé, il est chosifié, qu'on a une utilisation quelque peu genrée aussi. L'alcoolisme, finalement, l'alcoolisation de l'homme, on va voir ça dans l'espace public. Chez la femme, ce sera dans la sphère privée, moins évidente, d'accord, beaucoup plus. C'est compliqué. On expliquait tout à l'heure que c'était assez rare de voir, par exemple, on madame pour un romier, son homme qui est un romier. L'espace dans lequel on va consommer, c'est le bar, c'est le boîte à rhum, c'est le tout à rhum qui a ses codes. Et finalement, et de cet espace-là, on va évacuer la femme. Ma mère a travaillé chez Paul Lanusse, elle était serveuse. Mais on est dans les années 50, c'est un espace genré. Il n'y a que des hommes, quelque part. Et cet alcoolisme féminin-là, eh bien, il ne passe pas généralement par le rhum en lui-même. Ce sont ces boissons soft, douces, le petit vin cuit, d'ailleurs boissonné, et boire rhum n'a pas même bien là. Boissonner, c'est s'adonner sans doute à des boissons dont la teneur en alcool n'est pas élevée, et boire rhum, c'est boire rhum. Donc on a aussi, je suis tout à fait d'accord, on a hérité de ça, de l'habitation, cette façon quelque peu dichotomique de consommer. Je voudrais quand même dire que la violence a été faite aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais différemment. J'accepte. Et notamment ce dont on parlait, c'est-à-dire au niveau justement du corps de la femme, c'est-à-dire l'intimité détruite, le viol. C'est très récurrent dans l'alcoolisme. Donc c'est-à-dire que au niveau de l'homme, il y a un côté dévirilisation, etc. D'accord. Mais au niveau de la femme, c'est le viol. Le viol, c'est-à-dire vraiment la destruction de l'intime. Donc c'est différent, c'est différent. Alors tout à l'heure, on va revenir aussi sur un sujet. On dit, Franck Garin, que l'alcool aussi, ça crée aussi un lien social. Oui. Alors, je ne vais pas revenir sur le viol parce que il y aurait beaucoup à dire sur les stratégies aussi matrimoniales sur l'habitation. On va revenir, on ne perd pas le fil. Simplement, on a quelqu'un avec nous au téléphone qui attend depuis un petit moment, un téléspectateur. On va d'abord prendre la question ou partager en tout cas avec cette personne et ensuite on va revenir sur le lien social. Allô, bonjour, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, le prénom s'il vous plaît? Patrick. Patrick, vous nous appelez d'où? De France. Ah, on vous écoute attentivement, Patrick. On vous écoute, Patrick. De France. Oui, on vous écoute attentivement. Oui. Alors, je voulais poser la question plutôt aux sociologues. Là. Je voulais savoir, est-ce que la boisson, le rhum, n'a pas un caractère mystique pour l'Antillais, pour le Guadeloupéen? Notamment, vous savez, pendant l'esclavage, l'époque esclavagiste, quand l'esclave avait du mal ou avait du mal à travailler, il y a le père là-bas qui est à l'origine du rhum aux Antilles, donnait à l'esclave du rhum en lui disant « Tiens, bois ». On va vous laisser vous installer tranquillement, Patrick, devant la télé. Et d'ailleurs, l'esclave qui prenait ça,
qui prenait. Oui. Allô, vous m'entendez là? Non? On est toujours avec vous, Patrick. Oui, oui. Alors, l'esclave qui entendait ce mot, oui, oui, et l'esclave entendait qu'un bois. Et d'où la naissance de l'expression quimboiseur aux Antilles. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est un caractère mystique. Ben, on en parle tout de suite avec Hélène Migerel et aussi avec Nathalie Ninine, si elle veut nous dire quelques mots dessus. Franck Garin aussi, d'ailleurs. Madame Migerel? Alors, il faut plutôt penser à l'engourdissement de la pensée. Quand la souffrance était quelque chose de l'ordre de l'intolérable pour la personne réduite en esclavage, naturellement, comme le tafia était distribué en certaines circonstances, eh bien, ça le calmait, ça lui permettait de s'évader au-delà. Alors, le tiens-bois, je voudrais faire une petite parenthèse. Oh, oui, bien sûr, il y a quelqu'un qui avait fait une recherche sur le tiens-bois, c'était le quimbois. Pas du tout. Le quimbois est un vrai mot quimbois qui vient du Mans, de France. D'accord. Qui vient de France. Et ça a une autre signification ici. Le quimbois, on l'emploie plutôt en Martinique, et c'est un acte de sorcellerie, c'est-à-dire l'envoi de maléfices en direction de quelqu'un d'autre. Alors, cet engourdissement, oui, on donnait du tafia afin de permettre aux gens de danser, l'amusement, mais pour le travail, ce n'était pas bien vu, étant donné qu'on sait très bien qu'à partir du moment où on ingère une certaine quantité de rhum, on est fatigué, on est crevé. Il n'y a plus de rendement, économie possible. Pas du tout. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que ce rapport à l'alcool, bon, nous sommes dans l'oralité, l'oral, hein, boire. Hein? Qu'est-ce qu'on boit comme ça? Mais ce rapport à l'alcool est un rapport complètement perverti, parce que l'esclavage a été justement l'occasion de fait de l'alcool ici. On a emmené des gens, on les a réduits en esclavage. C'était des gens libres, hein. Je ne cesse de le répéter. C'était des gens libres, c'est la traversée qui les a rendus assujettis et dominés. Ils ont été sortis de leur terre natale, transportés sur cette terre pour produire de l'alcool. Donc l'alcool aurait dû être le malheur primordial et aurait dû être haï. Alors qu'il y a un effet inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que personne ne hait l'alcool. On a oublié. Parce que tout simplement, c'est un processus psychique. Ça s'appelle de l'aliénation à forte dose. Donc, il y a là, dans cette histoire d'alcool, entre les hommes et les femmes, l'alcool d'antan et l'alcool moderne aujourd'hui, une autre histoire d'alcool. C'est une deuxième histoire d'alcool qui commence avec l'alcoolisation de notre jeunesse. C'est une deuxième histoire d'alcool qui commence avec l'alcoolisation des jeunes femmes, avec l'alcoolisation, je ne dis pas de toutes les femmes enceintes, mais de certaines femmes enceintes. Et on sait très bien que cette alcoolisation de la femme enceinte va mener à des pathologies sur le bébé, c'est-à-dire le syndrome d'alcoolisation fœtale, avec tous les risques que ça comporte et un avenir bouché pour un enfant. Donc aujourd'hui, il nous faudrait revenir sur cette deuxième manière de boire ici avec les jeunes. Ce qui a changé, c'est que les anciens, ils avaient des lieux, les hommes avaient des lieux ordinaires où ils se tenaient, et ces lieux étaient interdits aux femmes, c'est-à-dire l'extérieur de la maison était dévolu aux hommes, l'intérieur aux femmes, les lolos et les buvettes, aucune femme ne rentrait dans une buvette. C'est ce que disait M. Et même aujourd'hui, quand on voit une jeune femme aujourd'hui dans un bar
en train de boire un punch. Je ne dis pas, si elle boit un planteur, on pourrait penser que c'est du jus d'orange, mais oui, mais attablé à un bar en Guadeloupe, actuellement, nous sommes en 2020, attablé en train de boire un rhum sec ou alors avec du citron toute seule, C'est très mal. la représentation automatiquement va mettre en mémoire cette histoire de... On dira que c'est pas une Antillaise, elle n'habite pas ici, c'est une personne de passage. Et puis elle est venue faire là quelque chose de l'ordre de la séduction, elle va vers les hommes. Nous sommes en 2020, à fortiori avant. Donc l'alcool au féminin a toujours existé, même dans le temps d'antan, mais on n'en parlait pas. C'était des femmes qui, à la campagne, attachaient C'était plus leurs discret, reins c'était et fait qui autrement. titubaient. Elles étaient âgées à ce moment-là parce que les jeunes femmes n'avaient pas accès à l'alcool. C'était des femmes qui avaient déjà eu plusieurs enfants, qui étaient tellement déchues par la vie parce qu'elles n'en attendaient rien, qu'elles aussi, mais elles buvaient de la clandestinité et il fallait vraiment surprendre ces femmes-là. Alors qu'aujourd'hui, seule la femme enceinte boit dans la clandestinité. Les femmes ont un alcoolisme mondain acquis qui n'est pas reconnu comme alcoolisme mondain dans certaines catégories socio-professionnelles. Les femmes profitent justement de leur statut, et ça je peux en parler, à l'étranger, quand on va en congrès, eh bien elles sont seules, elles boivent, et les gloussements et les rires, bon, c'est une invite aussi à partager leur lit, une espèce de liberté hors la Guadeloupe, où il n'y a pas le regard appesanti de l'autre avec un jugement accru. Donc, il y a cet alcoolisme qui n'est pas reconnu, et cet alcoolisme, même non reconnu, permet aux jeunes aujourd'hui d'être dans la rue, une bouteille de bière à la main, des jeunes filles étudiantes, dans la rue en plein jour, même si c'est carnaval, une bouteille de bière à la main. Donc, il y a quelque chose qui a basculé. Et cette chose qui a basculé, nous devons en tenir compte et nous devons informer sans cesse. Je ne fais pas Non, je ne veux pas être d'un pessimisme accru. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais la prévention doit commencer très vite. Mais vraiment très vite. Cette prévention doit passer forcément par l'école, parce que c'est le lieu où les enfants, on peut leur enseigner certaines choses. Cette prévention doit aussi passer par la famille, parce que, Tony, tu seras peut-être d'accord avec moi, les enfants qui boivent ont au moins un parent qui boit. Bien sûr. Le modèle, le premier modèle d'un enfant, c'est son parent. Et je vais même plus loin. Il y a des enfants qui sont assujettis, qui sont forcés à boire avec leur père. Le père rentre à la maison, réveille l'adolescent et le force à boire un coup. Donc, nous devons d'être vigilants aujourd'hui et attentifs et à étudier ce phénomène qui est en train de se développer. Nous avons des responsabilités par rapport à ça. Nous tous, c'est nous tous, vraiment nous tous. Alors justement, Christophe de Saint-Louis, de Marie-Galante, il dit « Pourquoi personne ne dit que quand nous sommes avec les amis ou en famille, eh bien, c'est autour d'un verre que nous communiquons ?» C'est le lien social. C'est ce qu'on disait juste avant la petite coupure. On s'est dit qu'on allait revenir dessus, puisque vous l'avez dit, Franck Garin, ça crée le lien social. Bien sûr que c'est le lien social. Il s'établit à divers niveaux, selon les catégories aussi, les catégories sociales, si l'on peut dire. Et on évoquait le cas des buvettes, ce qu'on appelle les boîtes à rum, toits à rum, où l'homme bafoué dans son ADN social refait le monde, refait son monde. C'est là où il a droit à la parole, c'est là qu'il a battu l'estomac, moi, ici, un tel cas à comprendre. Et ce qui me fait dire que finalement, l'alcoolisme féminin, il est beaucoup plus solitaire.
l'alcoolisme masculin. Les clandestins. Voilà, et il est un peu hors champ, hors espace public, dans une société aussi où, dès le départ, la femme a eu son rôle à jouer. D'accord? C'est par elle que l'on faisait valider l'existence de l'homme. Le Code noir le dit très clairement. En fait, elle est très accessoire tout en étant au milieu du dispositif. Elle est très accessoire tout en étant au milieu du dispositif, et ce qui explique que son alcoolisme à elle soit un alcoolisme quelque peu marginal. C'est davantage, comme disait Hélène Migerel, l'alcoolisme de la solitude, de cette personne qui porte le poids des problèmes dans une société où on a évacué l'homme, et même au niveau supérieur, où il y a des cadres féminins qui doivent se battre contre des hommes pour exister, pour prendre leur place, et un alcoolisme qu'on ne peut pas imaginer de la part de jeunes femmes qui sont cadres, qui occupent des fonctions de direction, mais qui vivent un enfer dans un univers fortement masculinisé. Et puis, cette affaire d'alcoolisme nouveau des enfants, bien, il va de pair avec les importations de toutes choses qu'il y a dans ce pays. L'alcool a été habillé subtilement, coloré quelque part. Ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Bien évidemment, ça reste quelque peu catégorisé, puisque les adultes peuvent. Ça s'appelle du champagne, mais pour l'enfant, c'est du champomis. Ça veut dire que tu es destiné à boire, toi aussi. Donc, on a là une société qui a une espèce de pacte avec l'alcool et avec des acteurs quelque peu particuliers, avec des injonctions contradictoires. Une institution qui vous dit oui, mais il faut combattre, et l'autre qui dit importons, faisons marcher le commerce. Toutes les contradictions que l'on a ici au niveau du Covid, on les retrouve là. Et n'est-ce pas le propre des sociétés colonisées qui sont un petit peu à des vitesses? On pourrait dire un lien social perverti. Mais absolument, c'est ça. Absolument. Et n'est-ce pas le propre des pays colonisés, finalement, qui fonctionnent à deux vitesses et qui s'aménagent des espaces de conservation. Et on ira même jusqu'à revendiquer le rhum, comme on disait tout à l'heure, comme une boisson nationale. Celui qui a fait le rhum est un homme intelligent, oui, celui qui a fait le vin est un homme insignifiant, n'est-ce pas? On va retrouver cette espèce, parce que qui, en fait, consommait du vin à table? C'est bien celui qui avait esclavagisé. Donc, on a comme ça une société qui, avec des ressorts différents, qui cherche à se stabiliser. Quelle est la question? Et je termine sur ça. Sobre. Qui peut... est-ce qu'on peut demander aux gens d'être tout à fait sobres? On peut leur demander tout simplement, et c'est là, je rejoins Hélène Migerel et tous ceux comme vous qui travaillez sur ces questions-là, comment nous emmener à prendre conscience que notre consommation d'alcool peut parfois dépasser la ligne jaune et nous emmener aussi à passer la ligne jaune dans nos comportements. Là est, mon avis, toute la question. Mais... par ma formation, je ne ramène pas ça seulement à l'individu. Je ramène ça à la société elle-même. Bien sûr. De toute façon, oui, Nathalie. De toute façon, l'individu, il fait partie de la société, il se crée aussi avec la société, il est en lien à rapport. Voilà. Tout ce dont vous parlez, et ce dont vous parliez aussi avec, quand vous, en off, vous disiez qu'il y avait des gens qui disaient, mais oui, mais on boit pas on ne s'amuse pas sans alcool. Sans alcool. Alors que vous disiez, mais non, en dansant, c'est très bien, etc. Ouais. Et effectivement, au niveau de l'alcool, il y a toujours le côté, quand on boit, on est hors de soi, on peut se permettre des choses qu'on ne ferait pas. Enfin, il y a toujours quelque chose où on est autre, quelqu'un d'autre. On est, ou alors on est soi vraiment, mais entre guillemets. Et ce dont vous parliez tous les deux un petit peu par rapport à, on pourrait dire, cette identification complètement folle au maître. C'est-à-dire où, à la limite, on prend le parti du maître, celui qui a fait le rhum est un homme intelligent, etc. Oui, le rhum, c'est notre boisson, etc. Alors que c'est effectivement l'objectif économique de la désubjectivation. Ça montre bien un peu le rapport perverti, le lien social perverti, c'est-à-dire maître-esclave, où, finalement, le maître retire de l'humanité à l'autre. Et finalement, l'esclave qui finalement
voit son humanité qui lui est retirée, non reconnue, complètement bafouée, etc., peut avoir la tentation d'imiter celui qui lui semble plus proche de l'humanité. Sauf que le maître, en déshumanisant l'autre, lui-même fait preuve d'inhumanité. C'est-à-dire que l'humanité n'est pas du côté du maître. L'humanité, elle n'est nulle part, ni du côté de celui qui est déshumanisé, et encore moins du côté de celui qui le déshumanise. Donc c'est plus facile, effectivement, ça peut sembler, on peut tout à fait comprendre, effectivement, qu'il y a une tentative de se resubjectiver, on pourrait dire ça, enfin de redevenir sujet, en imitant le maître, qui, lui, semble avoir le pouvoir. En réalité, on se perd. Comment dire, alors que la vraie libération, ce serait de pouvoir marronner, c'est-à-dire marronner entre guillemets, c'est-à-dire sortir de la dépendance. C'est vrai que je vous écoute là, je me dis oui, effectivement, cette histoire, il est dans la tête de chacun de nous, mais différemment. Nos jeunes aujourd'hui, cette question d'aliénation, ils ne le voient pas. Non. Et même les jeunes adultes ne le voient pas. Quand on boit de l'alcool aujourd'hui, on ne parle pas du maître et de l'esclave. On parle d'un produit qui a ses propres caractéristiques dans notre corps à nous, individuellement, singulièrement. Quand il pénètre en nous, il fait quelque chose qu'on a envie. Soit qu'on l'a déjà connu, donc on sait ce qu'il va faire. On veut quelque chose de différent. Ça te rend tchad. Ça te rend tchad. Voilà, et en tout cas, on ne pense pas à ça. Et du coup, dans notre prévention à nous, il va falloir qu'on le pense comme ça. Si on doit tenir compte de l'histoire, l'histoire n'explique pas tout. Parce que la société et la souffrance aujourd'hui, le manque de travail, on est sur le Covid, sur la Covid d'ailleurs qu'on dit, la Covid, on est sur la Covid. Moi je parle du virus, donc je sur le virus, ça fait bon. Et on se dit, mais les gens enfermés chez eux, tout le monde vit différemment enfermé chez soi. Et puis, qu'est-ce que l'on ressent quand on est enfermé chez soi? Mais parfois on a du mal à le supporter. Notre société nous impose plein de difficultés, plein de frustrations. Comment nous faisons avec nos frustrations? Comment nous faisons avec nos souffrances? Comment nous faisons avec nos manques? Comment nous faisons avec notre histoire singulière dans nos familles à nous? Alors, je vous entends bien, je vous écoute, je suis très attentive, je suis là, j'écoute attentivement. Et j'ai presque envie de vous dire à la Brigitte, à la Guadeloupéenne, et pas ni pour d'autres moyens qui braient alcool pour... Mais clairement, oui. Mais bien sûr qu'il y a d'autres moyens. Mais bien sûr. Je ne suis pas dans le jugement, parce qu'on n'est pas la souffrance de la personne. Bien sûr. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité face à la nourriture. Il n'y a pas d'égalité face à l'alcool. La personne a une histoire singulière et fait avec son histoire. Seulement aujourd'hui, on a beaucoup plus de possibilités de comprendre ce conflit interne et d'essayer au moins de le traiter. Alors, pour revenir à ma représentation, on est en plein dedans. C'est-à-dire que nous sommes une société avec ce qu'on appelle une culpabilité non consciente. Et dans cette histoire de sorcellerie et d'alcool, nous sommes dans la pensée justificatrice. C'est-à-dire que ce n'est pas la faute de la femme enceinte. Et on va surtout parler de la femme enceinte ensorcelée beaucoup plus que les autres femmes, puisqu'elle a responsabilité d'âme. Donc, on va dire que cette femme enceinte, on lui a fait du mal. Mais pourquoi lui aurait-on fait du mal? Vous savez que, oui, la jalousie, c'est la base de... donc, cette femme, il y a certainement une maîtresse de son mari qui ne peut pas avoir d'enfant, donc automatiquement, on va la mettre, elle, dans l'alcool. Il y a la malédiction divine. Cette malédiction divine, quand dans la fratrie ou alors dans la parentèle, un parent a fait du mal et qu'il n'a pas le temps d'expier ses péchés sur terre, la main divine intervient et la personne est maudite jusqu'à la 7e génération. Donc on va parler de malédiction divine. On va parler de Guillon.
Guillon étant une malédiction aggravée. Et on dit que quand on tue des chats, eh bien, on est guillonné. Et puis, la malédiction de la mère à genoux. Ça veut dire tout simplement que nous sommes dans un système de compréhension partagé par tous et qui va dédouaner la femme enceinte, qui, à la limite, on ne devrait pas l'éjecter, la rejeter, ne pas porter de jugement. Ce n'est pas sa faute. Elle est entraînée par une force sorcellaire qu'elle ne peut pas maîtriser. Et ça, c'est pour la femme enceinte. Et on se rend compte que quand il y a effectivement ce syndrome d'alcoolisation fœtale dont l'enfant est atteint, à ce moment-là, on va oublier toutes ces pratiques sorcellaires et on va lui dire c'est ta faute. Aujourd'hui, tu assures, c'est ta faute. Comme je disais tout à l'heure que les femmes, elles vont se cacher beaucoup plus que les hommes, sauf les jeunes aujourd'hui. Je parle de la deuxième histoire d'alcool. On en est à la première histoire. Elle va se cacher parce que dans la société, une femme a un rôle et un statut. Et elle doit se comporter en fonction de ce rôle et de ce statut. Encore aujourd'hui, dans l'imaginaire, eh bien, la maison, la maisonnée, le milieu familial, elle en est responsable. Donc, automatiquement, on va dire une femme alcoolique, c'est une mauvaise mère, c'est une mauvaise épouse, c'est une mauvaise maîtresse de maison. Donc, elle va essayer de tenir, et c'est bien pour ça qu'elle a du mal. Elle a du mal à aller trouver les thérapeutes, cette femme. Elle a du mal à s'intégrer dans un groupe d'alcooliques anonymes. D'abord, ici, il faut le savoir, il n'y a pas de choses cachées. Une femme qui décide de s'intégrer à un groupe d'alcooliques, eh bien, elle encourt le risque d'entendre répéter son nom dans la rue en disant elle est alcoolique, cette femme, puisqu'elle fait partie de la rumeur. Et ce n'est des fois pas une rumeur, c'est une réalité. Il va s'étendre à toute vitesse et elle s'en sentira vraiment menacée. Une femme ne va pas forcément non plus demander de l'aide. Demander de l'aide parce qu'il lui faudra suivre au long cours. Et c'est ça, cette régularité imposée quand il y a une prise en charge psychologique. Moi, je le vois, à la soulagerie, je reçois beaucoup de femmes que je n'aurais jamais reçues dans un CMP. Parce que c'est une seule consultation. Mais le fait déjà d'aborder la question de l'alcool et dire, voilà, j'ai un problème avec l'alcool, c'est déjà une motivation peut-être qui va lui servir de tremplin pour aller trouver un thérapeute et continuer. Mais en tout cas, on a quand même l'impression, là, en 2020, un petit peu avant, que de plus en plus de femmes viennent, frappent à la porte. Elles viennent, ce qu'elles ne faisaient pas avant, elles viennent. Mais il y a aussi une nouvelle population de femmes, de très jeunes femmes, et qui ouvertement, contrairement à l'autre génération, et des autres générations, ouvertement boivent. Ouvertement ne goûtent pas les boissons qu'on leur a concoctées à base de Bartissol, les gens passent. Boivent du rhum. Du rhum, un peu comme les hommes, et finalement, aux yeux des hommes, parfois accompagnés des hommes. Alors, celles-là, probablement, elles ne sont pas encore dépendantes. Elles ont un rapport excessif. Il y a déjà de l'excès. Puisqu'il faut se rappeler que la femme est plus vulnérable de par son poids, de par son système de métabolisme au niveau du foie, qui est moins fonctionnel que l'homme. Donc, à quantité égale, la femme court plus rapidement des risques et aura plus facilement des complications. Donc, elles viennent. Donc, celles-là, on va les voir dans quelques années. Mais elles sont là, on les voit dans les manifestations. Et Dieu seul sait qu'on a des manifestations publiques aujourd'hui, un peu partout, où on voit de très jeunes femmes, mais alors du coup, aller jusqu'à l'ivresse, du coup, et ça peut être totalement répété au cours de l'année, du coup. Est-ce que notre société ne devrait pas s'interroger justement sur ces dérives, entre guillemets? Il y a deux courbes qui sont en train de grandir comme ça. C'est la courbe de l'alcoolisation dans pratiquement toutes les générations, et la courbe de l'adhésion à des mouvements religieux de toutes sortes. Ça veut bien dire quelque chose. On voit fleurir dans les communes 3 ou 4 mouvements religieux, des petites cases où les gens se réunissent. Une quête de sens. Oui. Il y a une quête de sens. Il y a une quête de sens. Il y a une quête de sens, Oui.
Absolument. Un cadre sécurisant. Mais bien sûr, parce que le contrôle social qui s'exerçait de par la manière d'habiter, où finalement on sait que là habitent les Abarels, ils sont tous là de génération en génération, ça disparaît. D'accord, puisque la famille est éclatée, un est à Washington, un autre, je ne sais pas moi, à Shanghai, la plupart sont à Paris. Toutes ces choses-là qui ont éclaté la famille, où on constate qu'il y a une volonté politique de déséquilibrer la population guadeloupéenne au profit d'une autre, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y avait une solidarité. Mais bien sûr. Il y avait de l'entraide. Ah ben oui, d'ailleurs, finalement, les gens sont de plus en plus seuls, isolés. Hélène Migerel élevait seule ses enfants auparavant. Personne, parce qu'il y avait toujours du monde pour vous accompagner. C'était une grande parentalité. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on a des gens de plus en plus isolés. Ça veut dire qu'il faut que nous recréions aussi de nouvelles solidarités en Guadeloupe. Je ne sais pas sous quelle forme, mais il faut sans doute les recréer. On a fragilisé la population. Elle a été fragilisée au fur et à mesure des années. Il y aura un débat à ouvrir dessus. Absolument. Il y a quelque chose aussi qui est que je reviens sur l'esclavage, parce qu'on dit mais pourquoi revenir là-bas? Mais en fait, c'est une continuité, et l'esclavage n'était que le prémisse de ce que nous vivons actuellement, qui sont au monde, le capitalisme. C'est-à-dire cette notion un petit peu où on en parlait un petit peu d'aller jusqu'au bout, un peu où ce côté où les gens ne sont plus en lien les uns avec les autres. Il n'y a plus d'amour, on pourrait dire. Parce que, il n'y a plus de limite à la jouissance. C'est-à-dire, comme dans l'époque de l'esclavage, où c'était le profit au bout, quitte à tuer l'autre, maintenant encore, c'est je jouis sans entrave. Et quand je jouis sans entrave, ça veut dire que l'autre, il ne m'importe pas. C'est-à-dire que l'autre n'est rien pour moi. L'autre, à la limite, est un obstacle à ma jouissance. Je suis là pour jouir. Donc, ça fait que finalement, en ayant cette... je parle de capitalisme, c'est-à-dire où maintenant c'est sur on présente la jouissance sous l'aspect d'objet de consommation ou de drogue ou de manière on y va à fond, mais c'est-à-dire qu'on perd avec ça le lien à l'autre, l'amour, c'est-à-dire l'amour qui fait que on s'abstient, que non, on va pas faire ça à l'autre, et du coup soi-même on se perd, il nous manque quelque chose, parce qu'on est humain que pour l'amour, on vit pour l'amour. Sauf que, effectivement, du coup, ça conduit les gens à ne plus avoir de sens, à être complètement... Et puis à rechercher dans des mouvements sectaires, effectivement, quelque chose de rigide pour les contenir, parce qu'ils n'arrivent pas à se contenir eux-mêmes, ou pour se donner du sens à leur vie. Alors, on arrive à la fin déjà de l'émission, qui a été beaucoup plus longue ce soir. On va se faire tirer les oreilles par le collègue d'après. Docteur Tony Romuald, sobre qui peut, ça c'est important. Alors on a Doena du Canada, plus précisément au Québec, qui nous dit « Sobre qui peut à l'approche des fêtes, s'il vous plaît, parlons-en, comment faire ?» Comment faire c'est... Je dis, il faut regarder cette bouteille, il faut la mettre cette bouteille. On va regarder cette bouteille est là avec un message. Le message, il est pour chacun de nous. Que nous puissions, bien sûr qu'on peut faire référence à l'histoire, mais on peut être ici et maintenant, nous regarder déjà soi, dans notre relation particulière à cet alcool. Dans ces fêtes qui arrivent, comment on est, qu'est-ce qui est important. Ce Noël qui arrive, on parle de magie. Pour être conscient de cette magie, il faut être comment? Je rappelle que sans la sobriété, parfois on n'a conscience de rien. On n'a pas l'odeur, on n'a pas le goût, on n'a pas la vision, on n'a pas la magie de Noël. On n'a pas la relation particulière qu'on a, cette joie que l'on prouve, ces chants que l'on a. En toute sobriété, c'est le seul moyen de vivre ce Noël. Parce que quand on a bu excessivement, très souvent on a oublié. On ne sait même pas ce qui s'est passé. On a perdu parfois des heures de vie. Alors c'est vrai qu'on me dira 3 heures de vie, ce n'est rien sur toute une vie. Mais on peut le répéter, pas qu'à Noël, on peut le répéter souvent. C'est important qu'on puisse s'arrêter et prendre conscience que cet alcool, excessivement, du coup je vais parler d'excès sans parler d'abstinence, c'est parce qu'on est sous la sobriété. La sobriété, c'est la modération. Arriver à une quantité qui soit suffisante pour qu'on garde le contrôle, pour qu'on garde la maîtrise de ce qu'on est, pour qu'on garde la conscience de ce qui se passe là, maintenant, autour de nous. Et donc,
on est bien sur cette idée que c'est ça qui est possible, c'est ce qu'on nous demande. Et c'est chacun de nous, c'est pas quelque chose de collectif du coup. C'est chacun de nous quand on peut imaginer qu'on trouve une bouteille sur le sable, on est entouré d'eau, et que chacun on ramasse cette bouteille, et puis on a ce message, à moins de risques, pourquoi on ne se lancerait pas? Et on décide une journée, une après-midi, une semaine, comme on veut. On pourrait tous décider de notre sobre. Quand est-ce qu'on peut l'être? Quand est-ce qu'on va y aller? Et peut-être faire une évaluation, et peut-être se regarder après. Parce que du coup, quand même, si on parlait de renforcement positif, c'est que si on se trouve vraiment bien sans, à certains moments, on pourrait prendre l'habitude de faire sans. Ou de faire à moindre avec moins. Et c'est ça la réponse aujourd'hui. Tout simplement. Eh bien, c'est sur ça qu'on va se souhaiter une bonne fin de soirée. On va souhaiter aux téléspectateurs de passer de bonnes fêtes. Soyez prudents et puis sobre qui peut. Qui peut. Sobre qui peut. Merci Franck Garin, merci Nathalie Ninine, merci Hélène Migerel, merci Dr Tony Romuald. Permettez-moi de remercier toute l'équipe du JIPRASPEG, merci Erika, et puis merci à Kevin à la réalisation ce soir. Merci à toute l'équipe de Canal 10 pour Santé 10. C'était la dernière de cette année 2020. Rendez-vous en janvier avec plus précisément le 7 janvier. Nous allons parler d'un sujet très très important. Nous allons parler des maladies cardiovasculaires. Voilà, je vous embrasse. Bonne fin de soirée à vous.